Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le navire le plus moderne et le plus insubmersible du monde est entré en collision avec un iceberg et a coulé. C'était incroyablement effrayant. Imagine un énorme bateau de croisière qui fait plusieurs fois la taille de la Statue de la Liberté s'écraser sur un énorme morceau de glace et disparaître. Tout est sombre et froid. Tout ce que tu peux entendre, c'est le grondement et le grincement du métal et du bois qui se brisent. Tout ce qui t'entoure, c'est l'eau glacée de l'océan Atlantique. La connexion avec le monde extérieur est presque inexistante. Il n'y a pas de téléphone ni d'internet. Personne d'autre sur la planète entière ne sait que le navire est en train de couler. C'est un véritable cauchemar. Mais le plus choquant, c'est que les personnes qui étaient sur le Titanic ce jour-là n'ont pas paniqué. Ils sont restés calmes, peut-être un peu inquiets, mais on ne pouvait déceler aucune peur sur leur visage. Pour comprendre pourquoi ils n'ont pas paniqué lors de l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle, il suffit simplement de voir ce qui se passait à travers leurs yeux. Donc, tu es un passager du tristement célèbre paquebot. Ta cabine est située sur l'un des ponts supérieurs du navire. Tu viens de passer un bon moment avec tes amis lors du dîner. Maintenant, des musiciens jouent une belle mélodie, les serveurs proposent le dessert, tu sors sur le pont et tu profites de la tranquillité de l'océan majestueux. À cet instant, tu ressens un incroyable sentiment de sécurité et de confort. Tu es fier d'être l'une des premières personnes au monde à voyager sur le navire le plus high-tech de la planète. Tu te couches dans ta cabine et tu te réveilles parce qu'un membre de l'équipage frappe doucement à ta porte et te demande de te rendre sur le pont. Il y a un souci quelconque, mais il n'y a pas de raison de paniquer. Oh, ok, aucun problème. Tu es heureux de sortir pour regarder le ciel nocturne. Le moment où le navire est entré en collision avec l'iceberg n'a été ressenti que comme une légère poussée, et certains passagers ne l'ont même pas entendu. Ils n'ont compris qu'il y avait un problème que lorsque les stewards ont frappé à leur porte et leur ont demandé de sortir. Tu es sur le pont, il y a déjà pas mal de personnes ici. Tout le monde est plus ou moins calme. Les passagers parlent de ce qui a pu se passer. En écoutant les conversations autour de toi, tu comprends que le bateau va potentiellement couler. Cette idée te semble absurde. Mais même si elle est vraie, tous les passagers seront de toute façon évacués dans des canaux de sauvetage. À cette époque, les gens ne savaient pas qu'il y avait 2 fois moins de bateaux de sauvetage que nécessaire. Les passagers étaient sûrs que tout le monde serait sauvé. L'évacuation commence. Les femmes et les enfants sont prioritaires. Personne ne panique ou n'essaie de monter dans un bateau avant que ce soit son tour. Tous les hommes se comportent en gentlemen et aident les membres de l'équipage à évacuer les femmes. Un passager veut monter dans le bateau avec sa femme. Mais ce n'est pas parce qu'il a peur de rester sur le Titanic. Il est simplement inquiet pour elle. Il lui semble que le bateau est moins sûr que le paquebot géant. Il ne veut pas laisser sa femme seule. Mais les membres de l'équipage lui expliquent la situation et l'homme se retire sans résistance. Ils commencent à lancer des fusées éclairantes en l'air. Personne n'y prête attention. Tout le monde pense qu'il s'agit d'une procédure standard pour une panne de navire. S'il y avait eu beaucoup de voyageurs expérimentés à bord, ils auraient compris que les fusées éclairantes ont été tirées parce que le navire était en détresse. Les gens auraient alors peut-être commencé à paniquer. Mais la plupart des passagers ne l'ont tout simplement pas remarqué. Les bateaux sont descendus un par un. Les gens surveillent l'évacuation, attendant patiemment leur tour. Il n'y a pas de bousculade ou d'attroupement. Personne ne crie. Les actions de l'équipage aident les passagers à rester calmes. Ils minimisent délibérément la gravité de la situation pour éviter la panique. Quelqu'un dit que les bateaux sont mis à l'eau par simple précaution. De plus, les membres de l'équipage affirment qu'un navire de sauvetage se dirige vers le Titanic et se trouve à quelques kilomètres seulement. Certains passagers disent qu'ils voient les lumières d'un autre navire. Les personnes qui sont déjà assises dans les bateaux veulent rester plus près du Titanic, car, de cette façon, elles se sentent plus en sécurité. De nombreux passagers ne veulent tout simplement pas admettre que quelque chose de grave est en train de se produire. Mais quand on leur dit que le bateau coule, ils refusent de le reconnaître. Comment est-il possible que le navire insubmersible puisse couler ? Mais c'est ainsi que fonctionne l'esprit humain. Dans des situations extrêmes, ils refusent de croire que quelque chose de mauvais puisse arriver à court terme. Tu ne veux même pas y penser. L'une des passagères affirme que le danger est exagéré. Elle prétend que tout le monde va revenir sur le Titanic d'un moment à l'autre. Certains passagers ont peur, et pourtant, ils ne veulent pas quitter le navire. Les cabines chaudes et le navire le plus sûr du monde sont là. L'alternative est l'océan glacé et les petits bateaux de sauvetage instables. Quelqu'un refuse de quitter le navire parce qu'il ne trouve pas ses bagages. Certains passagers emportent toutes leurs affaires avec eux. Ils ne veulent pas les laisser sur le bateau qui coule. Il y a beaucoup d'immigrants à bord, et certains d'entre eux ne comprennent même pas l'anglais. Les membres de l'équipage ne peuvent pas leur expliquer ce qui se passe.
Ces passagers ne saisissent pas les instructions des stewards pendant l'évacuation. Ils n'arrivent pas à comprendre les inscriptions sur les panneaux indicateurs d'évacuation. De nombreux passagers sont persuadés qu'il y a eu une panne dans le compartiment moteur. Le problème sera bientôt résolu et le Titanic poursuivra son voyage. Les gens ne commencent à réaliser que le navire coule vraiment que lorsqu'il commence à s'incliner vers l'avant et que sa partie arrière émerge de l'eau. C'est à ce moment-là que ceux qui sont autour de toi paniquent. Certains sautent à l'eau, d'autres montent dans les canots de sauvetage sans faire la queue. C'était le début de l'année 1912. Un morceau de glace géant s'était détaché d'un glacier dans le sud-ouest du Groenland. La glace était composée de neige qui était tombée des milliers d'années avant l'événement. Peut-être même à l'époque où les mammouths parcouraient encore la Terre. L'iceberg a alors entamé son voyage. C'était un objet colossal, plus de 520 mètres de long et pesant plus de 75 millions de tonnes. Mais c'était aussi un morceau de glace très timide. Il s'est tenu à l'écart des navires et des voies de transport fréquentées. Et puis, pour une raison quelconque, il a flotté beaucoup plus au sud que les autres icebergs. Notre iceberg a eu de la chance, les autres fondent généralement bien avant d'arriver sous ces basses latitudes. Sur les 30 000 icebergs qui dérivent des glaciers du Groenland, seuls 1% parviennent à atteindre l'Atlantique. Même après avoir fondu dans l'eau pendant des mois, cet énorme bloc de glace était encore presque 2 fois plus lourd que le Golden Gate. La partie supérieure de l'iceberg dépassait de 10 étages la surface de l'océan. Plusieurs jours avant que notre iceberg n'atteigne l'océan Atlantique, un magnifique navire a quitté le port. C'était un paquebot de luxe transportant plus de 3000 passagers et membres d'équipage. À l'époque, c'était le plus grand navire jamais construit. Il s'agissait du Titanic. La fameuse collision a eu lieu le 14 avril, alors que le navire se trouvait dans l'Atlantique Nord, à 600 km de Terre-Neuve. Incapable de dévier suffisamment sa trajectoire, le navire a rompu au moins 5 des compartiments de sa coque. Ils ont commencé à se remplir d'eau à une vitesse alarmante. Les compartiments du Titanic n'étaient pas fermés en haut. C'est pourquoi l'eau a débordé et a commencé à inonder chaque compartiment successif. L'avant du navire a commencé à s'enfoncer, conduisant la partie arrière à se soulever verticalement dans les airs. Et puis, dans un rugissement assourdissant, le paquebot s'est brisé en deux. Le reste appartient à l'histoire. Mais qu'est-il arrivé à l'iceberg après cela ? Le 15 avril, le paquebot allemand SS Prinz Adalbert naviguait dans l'Atlantique Nord. Il croisait à quelques kilomètres de l'endroit où le Titanic avait coulé plusieurs heures auparavant. Le chef de cabine du navire allemand, qui n'avait pas encore appris la catastrophe, a vu un iceberg. Ce qui a attiré son attention, c'est une grande traînée de peinture rouge qui longeait la base de l'iceberg. Surpris, l'homme a pris une photo de sa découverte. Il pensait que la peinture signifiait qu'un navire avait heurté l'iceberg au cours des 12 dernières heures. La personne suivante qui a vu l'iceberg et en a pris une autre photo était le capitaine d'un navire posant des câbles de télécommunication en haute mer. Le navire avait été envoyé pour aider dans la zone où le Titanic avait coulé. Le capitaine a plus tard affirmé que l'iceberg qu'il avait vu était le seul dans cette zone. Si l'on ajoutait la peinture rouge, il n'était pas difficile de faire le lien. En 2015, l'une de ces photos s'est vendue aux enchères pour plus de 32 000 $. Et pourtant, les experts ne sont pas certains que l'image montre vraiment le tristement célèbre bloc de glace. Il pourrait s'agir d'un simple iceberg qui flottait à proximité à ce moment-là. Le grand navire insubmersible avait disparu, coulé au fond de l'Atlantique Nord où il se trouve encore aujourd'hui. Nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années. Où que tu ailles, je te suivrai. Ce sont les mots qu'Ida Strauss a dit à son mari. L'une des femmes les plus riches du Titanic n'a pas fini dans un canot de sauvetage. Ida a choisi de rester derrière avec son cher Isidore. Quelques instants plus tôt, elle avait offert à sa femme de chambre un cadeau précieux qui lui a probablement sauvé la vie. Isidore et Ida Strauss sont tous deux nés en Allemagne et ont émigré aux États-Unis quand ils étaient enfants. Ils se sont rencontrés à New York et se sont mariés 5 ans plus tard. Le couple a eu 7 enfants, mais heureusement aucun d'entre eux n'était à bord du Titanic. À la fin de son adolescence, Isidore a travaillé pour le magasin de son père.
Puis il a lancé avec son frère une entreprise de porcelaine qui s'est développée pour devenir le département de la verrerie chez Macy's. Finalement, les frères ont repris l'ensemble du grand magasin et sont devenus millionnaires. Isidore et Ida étaient connus à New York pour leur richesse, leur charité et leur incroyable amour et dévouement l'un pour l'autre. Chaque fois qu'Isidore partait en voyage d'affaires aux États-Unis ou en Europe, sa femme l'accompagnait. Quand elle ne pouvait pas, ils s'écrivaient de longues lettres tous les jours. Le couple visitait aussi de temps en temps leur Allemagne natale. En 1912, ils ont échappé à l'hiver glacial de New York et se sont dirigés vers l'Europe. À ce moment-là, ils étaient déjà mariés depuis 40 ans. Ils ont surtout passé du temps dans le sud ensoleillé de la France et se sont également arrêtés dans la ville natale d'Isidore. Début avril, il était temps pour eux de reprendre la mer pour rentrer à New York. D'habitude, ils voyageaient sur l'un de ces énormes paquebots allemands de l'époque. Mais cette année-là, tout le monde ne parlait que de ce nouveau paquebot de luxe, le RMS Titanic. Ils n'ont pas pu résister et ont immédiatement acheté des billets de première classe. Le 10 avril, ils sont montés à bord du tout nouveau navire de la White Star Line pour un voyage qui s'annonçait grandiose. Ida et Isidore ont obtenu l'une des 39 suites privées situées au sommet du navire. Les billets coûtaient environ 100 000 $, en équivalent actuel. Certaines des personnes les plus riches du monde logeaient à côté d'eux. Les Strauss passaient leur soirée à dîner devant un orchestre, dans une salle remplie de meubles chics et de boiseries coûteuses. Ils jouaient aux échecs et au backgammon, fréquentaient la salle de sport, la piscine et même les cours de squash dont disposait le navire. Ce luxe n'a cependant pas duré longtemps. La nuit du 14 avril, le navire a eu son accrochage avec l'iceberg le plus célèbre de l'histoire. Les passagers ont ressenti une légère secousse, un petit grondement, rien de plus. Personne ne s'est rendu compte qu'il courait un quelconque danger. Les passagers ont même commencé à se lancer des boules de neige fabriquées à partir des morceaux de glace tombés sur le pont. Les officiers du navire ont dit à tout le monde que tout irait bien. Quelques instants plus tard, le capitaine Edward Smith a annoncé qu'il était temps d'enfiler les gilets de sauvetage et de monter dans les canots. Au nombre de 20 seulement, ils étaient tous rangés sur le pont supérieur. Il aurait pu y en avoir plus, mais les concepteurs du navire avaient pensé que cela donnerait un aspect trop désordonné au pont. Il y avait d'ailleurs un exercice d'évacuation de sauvetage prévu ce jour-là, mais à la place, ils ont dû faire face à une véritable situation d'urgence. En gros, seuls les passagers de première classe allaient pouvoir monter sur ces canots de sauvetage. Les Strauss ont quitté leur suite privée et ont attendu les instructions de l'équipage. Beaucoup d'entre eux étaient encore confiants. Ils ont dit aux passagers de ne pas perdre leurs billets, ils en auraient besoin lorsque tout le monde serait de retour à bord. Mais cela n'allait bien sûr jamais arriver. Le navire était déjà en train de sombrer. L'équipage a annoncé que les femmes et les enfants embarqueraient en premier. Les Strauss se trouvaient à côté du canot de sauvetage numéro 8. On a proposé à Monsieur Strauss, qui avait 67 ans à l'époque, de s'asseoir avec sa femme en raison de son âge. Il a refusé en disant qu'il n'était pas trop vieux pour se sacrifier pour une dame. Il voulait attendre et s'assurer qu'aucune femme ou enfant ne soit laissée derrière. Helen Bird, la nouvelle femme de chambre d'Ida, a hésité avant de monter sur le canot de sauvetage. Mais Ida lui a dit d'y aller. Il y avait encore de la place pour Ida. Et les autres femmes de première classe lui criaient de se joindre à elle. Il fallait environ 10 minutes pour charger chaque canot. Et c'est le temps qu'Ida a eu pour choisir son destin. Elle a enlevé son magnifique manteau de vison et l'a tendu à sa servante qui frissonnait. Ida a dit qu'elle n'en aurait plus besoin. Mais le canot de sauvetage ne voulait pas partir sans elle. Les marins ont essayé de l'attraper et de la forcer à monter dans le bateau. Pendant ce temps, l'orchestre du Titanic jouait encore un air entraînant en arrière-plan. C'était ubuesque. Ida s'est arrachée aux mains des marins et est restée sur le pont. Isidore la suppliait de partir. Elle a refusé de le quitter, quoi qu'il arrive. Tous les survivants du canot de sauvetage numéro 8 se sont souvenus de ses dernières paroles sur le véritable amour face à la tragédie. Nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années. Où que tu ailles, je te suivrai. Il a fallu 1 heure entière pour que le premier canot de sauvetage plonge dans l'eau glacée. Le dernier souvenir du Titanic pour de nombreux passagers était Isidore et Ida debout et main dans la main sur le pont. Plus de 200 passagers de première classe ont survécu. Certains d'entre eux ont dit que les Strauss étaient assis paisiblement dans 2 chaises longues, se tenant la main, attendant simplement leur sort. Les 25 passagers du canot de sauvetage numéro 8 ont passé le reste de la nuit à ramer pour se mettre en sécurité. Ils poursuivaient ce qu'ils pensaient être les lumières d'un navire. Il s'est avéré que le navire de sauvetage est arrivé de la direction opposée.
mais ils ont eu de la chance d'être retrouvés. De nombreux passagers, dont Helen Bird, ont partagé l'histoire d'Ida et Isidore avec les journalistes, disant que c'était leur souvenir le plus important de cette funeste nuit. Un mois plus tard, environ 30 000 personnes se sont rendues à leur cérémonie commémorative et même le maire de New York est venu. Personne ne semblait surpris que les Strauss aient sacrifié leur vie pour les autres.